Sophia, tu as carte blanche pour ce projet. Fais comme tu veux. Vraiment? Carte blanche? Les idées fusent dans tous les sens. Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on a toute la liberté pour agir comme on veut, sans contrainte et sans limite? Avoir carte blanche. Niveau B, 2. En anglais, on dirait to have free rein, devoir, to have full freedom to act, ou to be given carte blanche. Oui, l'expression française est passée directement en anglais. Sophia est directrice artistique junior depuis 6 mois. Son patron, M. Lambert, la convoque dans son bureau. Sophia s'attend à une critique. Mais M. Lambert sourit et dit « Sophia, tu as carte blanche pour ce projet. Fais comme tu veux. » Sophia ouvre les yeux en grand. Vraiment? Carte blanche. Elle retourne à son bureau, les idées qui fusent dans tous les sens. Pour la première fois, elle peut tout décider elle-même. Origine. Historiquement, une carte blanche était une feuille de papier vierge signée par une autorité et remise à quelqu'un pour qu'il y écrive les conditions qu'il souhaitait. C'était donc un pouvoir absolu et illimité. L'expression est apparue au XVIIe siècle dans un contexte militaire et diplomatique. Avoir carte blanche signifie avoir toute liberté d'action, pouvoir décider et agir sans contrainte, avec la pleine confiance de celui qui délègue. Premier exemple. Le directeur lui a donné carte blanche pour réorganiser le département. Deuxième exemple. J'ai carte blanche pour choisir les fournisseurs. C'est une grande responsabilité. Troisième exemple. Elle a eu carte blanche pour décorer l'appartement. Le résultat est magnifique. Et toi, tu as déjà eu carte blanche dans ton travail ou ta vie? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour enrichir ton vocabulaire français. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui vole l'idée d'un autre au dernier moment. Il manque une attestation d'employeur datée de moins de 3 mois. J'ai tout préparé et là je tombe sur un os. Le dossier est incomplet. Ah non, encore. Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on rencontre un obstacle inattendu, alors que tout semblait bien se passer? Tomber sur un os, niveau B1. En anglais, on dirait to hit a snag, to run into an unexpected problem, ou to come up against a hitch. Claire a passé 3 semaines à préparer son dossier de demande de logement. Elle a tout rassemblé. Les justificatifs, les formulaires, les lettres de référence. Elle arrive au guichet, confiante. L'agent regarde les documents, fronce les sourcils et dit « Il manque une attestation d'employeur datée de moins de 3 mois. » Claire regarde son collègue Thomas les yeux écarquillés. « J'ai tout préparé, et là je tombe sur un os. Le dossier est incomplet. » Thomas soupire. « Ah non, encore. L'origine. L'image vient de la chasse ou de la boucherie. Quand on mange de la viande et qu'on mord dans un os, c'est un obstacle dur et inattendu qui interrompt brusquement le repas. Par extension, tomber sur un os signifie rencontrer une difficulté imprévue qui bloque l'avancement d'un projet ou d'une démarche. Tomber sur un os signifie rencontrer un obstacle inattendu, une difficulté imprévue qui bloque ou complique ce qu'on était en train de faire. Premier exemple. On avait tout planifié, mais on est tombé sur un os. Le fournisseur a annulé. Deuxième exemple. Je pensais que la démarche serait simple, mais je suis tombé sur un os à l'administration. Troisième exemple. Le projet avançait bien jusqu'à ce qu'on tombe sur un os. Le budget a été coupé de moitié. Et toi, tu es déjà tombé sur un os dans une démarche administrative? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui a toute la liberté pour agir comme il veut.
J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir ce rendez-vous. J'envoie des messages, j'appelle des agents, je demande à tout le monde. Je cours partout, je frappe à toutes les portes. J'ai fait des pieds et des pedmels. Je vois ça, Xé. Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on fait absolument tout ce qui est possible pour obtenir quelque chose ou résoudre un problème? Faire des pieds et des mains. Niveau B1. En anglais, on dirait to move heaven and earth, to do everything possible, ou to pull out all the stops. Alex cherche un appartement à Montréal depuis 2 mois. Le marché est difficile. Il envoie des dizaines de messages, appelle des agences, écrit des lettres de motivation, demande à ses amis, à sa famille, à ses collègues. Il court partout, frappe à toutes les portes. Sa copine Julie le regarde faire, avec des yeux écarquillés. Alex lui dit en soufflant « J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir ce rendez-vous avec le propriétaire. » Julie répond « Je vois ça. » L'expression est très imagée. Utiliser ses pieds et ses mains en même temps, c'est mobiliser tout son corps, toute son énergie, tous ses moyens. C'est l'image de quelqu'un qui ne laisse aucune ressource inexploitée. L'expression existe depuis le 18e siècle. Faire des pieds et des mains signifie tout mettre en œuvre, utiliser tous les moyens disponibles pour obtenir quelque chose ou résoudre un problème difficile. Exemple 1. Elle a fait des pieds et des mains pour obtenir ce visa à temps. Exemple 2. J'ai fait des pieds et des mains pour trouver une garderie pour mes enfants. Exemple 3. Il a fait des pieds et des mains pour décrocher ce contrat, et ça a payé. Et toi, tu as déjà fait des pieds et des mains pour quelque chose? Dis-le-nous en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises chaque semaine. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. À très bientôt! Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on rencontre un obstacle inattendu, alors que tout semblait bien se passer? Tomber sur un os, niveau B1. En anglais, on dirait to hit a snag, to run into an unexpected problem, ou to come up against a hitch. Claire a passé 3 semaines à préparer son dossier de demande de logement. Elle a tout rassemblé, les justificatifs, les formulaires, les lettres de référence. Elle arrive au guichet, confiante. L'agent regarde les documents, fronce les sourcils et dit « Il manque une attestation d'employeur datée de moins de 3 mois. » Claire regarde son collègue Thomas les yeux écarquillés. « J'ai tout préparé, et là je tombe sur un os. Le dossier est incomplet. » Thomas soupire. « Ah non, encore. L'origine. L'image vient de la chasse ou de la boucherie. Quand on mange de la viande et qu'on mord dans un os, c'est un obstacle dur et inattendu qui interrompt brusquement le repas. Par extension, tomber sur un os signifie rencontrer une difficulté imprévue qui bloque l'avancement d'un projet ou d'une démarche. Tomber sur un os signifie rencontrer un obstacle inattendu, une difficulté imprévue qui bloque ou complique ce qu'on était en train de faire. Premier exemple, on avait tout planifié, mais on est tombé sur un os. Le fournisseur a annulé. Deuxième exemple. Je pensais que la démarche serait simple, mais je suis tombé sur un os à l'administration. Troisième exemple. Le projet avançait bien jusqu'à ce qu'on tombe sur un os. Le budget a été coupé de moitié. Et toi, tu es déjà tombé sur un os dans une démarche administrative? Dis-le-nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui a toute la liberté pour agir comme il veut. Sophia, ça fait 3 semaines que tu repousses ça. J'arrête de procrastiner. Je prends le taureau par les cornes. Bravo, Sophia, c'est le moment!
Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on affronte un problème difficile, avec courage et détermination, sans fuir et sans attendre? Prendre le taureau par les cornes. Niveau B1. En anglais, on dirait to take the bull by the horns, to face a challenge head-on, ou to tackle a problem directly. Sophia procrastine depuis des semaines. Elle a un problème difficile au travail, qu'elle évite d'affronter. Son collègue Marc lui dit « Sophia, ça fait 3 semaines que tu repousses ça. » Sophia prend une grande inspiration. Elle retrousse ses manches et dit « J'arrête de procrastiner. Je prends le taureau par les cornes. » Marc applaudit. « Bravo Sophia, c'est le moment. » L'image vient de la tauromachie, la corrida espagnole et française. Attraper un taureau par les cornes est l'un des actes les plus courageux qu'un torero puisse accomplir. Par extension, l'expression signifie affronter directement et courageusement une situation difficile. Prendre le taureau par les cornes signifie affronter courageusement et directement une situation difficile ou un défi, sans hésiter et sans fuir. Exemple 1. Il a pris le taureau par les cornes et a demandé une augmentation à son patron. Exemple 2. Arrête d'éviter ce problème. Prends le taureau par les cornes. Exemple 3. Elle a pris le taureau par les cornes et a lancé son entreprise malgré ses peurs. Et toi, tu as déjà pris le taureau par les cornes? Dans quelle situation? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour enrichir ton vocabulaire français. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui fait tout son possible pour atteindre son objectif. Hugo, j'ai la chair de poule. C'est trop effrayant. Moi aussi. Est-ce que tu sais comment les Français décrivent cette sensation sur la peau, quand on a froid ou peur? Avoir la chair de poule. Niveau A2. En anglais, on dirait to have goosebumps, to get the chills ou to have goose pimples. Emma et Hugo regardent un film d'horreur le soir. Les lumières sont éteintes. La musique devient de plus en plus angoissante. Une ombre apparaît à l'écran. Emma attrape le bras d'Hugo et chuchote. « Hugo, j'ai la chair de poule. C'est trop effrayant. » Hugo répond, la voix légèrement tremblante. « Moi aussi. » Mais chut. Ils se serrent l'un contre l'autre sur le canapé. L'expression décrit une réaction physique réelle. Quand on a froid ou peur, les petits muscles autour des poils de la peau se contractent. Cela crée de petites bosses sur la peau qui ressemblent à la peau d'une poule plumée. En anglais, on dit « goosebumps » pour la même raison, mais avec une oie, au lieu d'une poule. Avoir la chair de poule signifie avoir de petites bosses sur la peau sous l'effet du froid, de la peur ou d'une émotion forte. Exemple 1. J'ai eu la chair de poule en entendant cette musique. C'était magnifique. Exemple 2. Ce film m'a donné la chair de poule du début à la fin. Exemple 3. Quand il a entendu la nouvelle, il a eu la chair de poule. Et toi, qu'est-ce qui te donne la chair de poule? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui décide d'affronter ses problèmes avec courage. La météo demain. Et mon chat aime les sushis. Au fait, tu as vu le match? Théo, tu sautes du coq à l'âne. Je ne te suis plus du tout. Est-ce que tu connais quelqu'un qui change de sujet sans aucune logique, en plein milieu d'une conversation? Les Français disent qu'ils sautent du coq à l'âne. Niveau B1.
En anglais, on dirait to jump from one subject to another, to go off on tangents, ou to change the subject randomly. Théo parle avec son amie Alice au café. Il commence par parler de la météo de demain. Puis, sans transition, il dit « Et mon chat aime les sushis ». Alice fronce les sourcils. Puis Théo enchaîne. « Au fait, tu as vu le match? » Alice pose sa tasse et dit « Théo, tu sautes du coq à l'âne. Je ne suis plus du tout. » Théo la regarde, sincèrement surpris. L'expression date du 16e siècle. Le coq et l'âne sont deux animaux qui n'ont rien en commun. Passer de l'un à l'autre sans raison symbolise un discours décousu, sans logique. Sauter du coq à l'âne signifie passer brusquement d'un sujet à un autre, sans transition logique. Exemple 1. Il saute du coq à l'âne dans ses explications. Impossible de le suivre. Exemple 2. Arrête de sauter du coq à l'âne. Finis ton idée avant d'en commencer une autre. Exemple 3. Cette réunion était un désastre. Tout le monde sautait du coq à l'âne. On n'a rien décidé. Et toi, tu connais quelqu'un qui saute du coq à l'âne? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une sensation que tout le monde a ressentie au moins une fois. Ce problème, je m'en lave les mains. C'est votre affaire maintenant. Mais c'est vous qui avez décidé. Est-ce que tu sais comment les Français disent que quelqu'un refuse toute responsabilité dans une situation difficile? S'en laver les mains, niveau B2. En anglais, on dirait to wash one's hands of something, to disclaim responsibility, ou not my problem. Richard est manager. Il a pris une mauvaise décision, qui a mis le projet en danger. Maintenant que les conséquences arrivent, il se tourne vers ses employés Marie et Paul et dit calmement « Ce problème, je m'en lave les mains. C'est votre affaire maintenant. » Marie est stupéfaite, mais c'est lui qui a décidé. Paul regarde le chaos autour de lui, épuisé. Richard, lui, se lave tranquillement les mains au lavabo. L'expression vient de la Bible. Dans l'Évangile, Ponce Pilate se lave les mains avant de condamner Jésus pour signifier qu'il n'est pas responsable de cette décision. Ce geste symbolique est entré dans la langue française et s'utilise encore aujourd'hui. S'en laver les mains signifie refuser toute responsabilité dans une situation, se décharger d'un problème et laisser les autres en gérer les conséquences. Exemple 1. Il s'en est lavé les mains dès que les problèmes ont commencé. Exemple 2. Je ne vais pas m'en laver les mains. C'est aussi ma responsabilité. Exemple 3. Le directeur s'en est lavé les mains et a laissé son équipe gérer la crise seule. Et toi, tu as déjà vu quelqu'un s'en laver les mains? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour enrichir ton vocabulaire français. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui change de sujet à toute vitesse. Je vous jure, c'est vrai, Roman, tu racontes encore des salades. comme d'habitude. Est-ce que tu connais quelqu'un qui invente des histoires incroyables et qui prétend que tout est vrai? Les Français disent qu'ils racontent des salades. Niveau B1. En anglais, on dirait to tell tall tales, to make up stories ou to talk nonsense. Romain est connu pour ses histoires extraordinaires. Ce soir, il raconte à ses amis Emma et Pierre qu'il a combattu un requin, tout en gagnant le marathon de Paris. Emma et Pierre l'écoutent, les bras croisés, les sourcils levés. Romain insiste. « Je vous jure, c'est vrai. » Emma soupire et dit « Romain,
Tu racontes encore des salades. Pierre hoche la tête en souriant, comme d'habitude. L'origine de cette expression est un peu mystérieuse. Une théorie populaire dit que la salade est un mélange de beaucoup d'ingrédients, tout comme une histoire inventée, mélange vrai et faux. Une autre théorie vient du mot argotique « salade », qui désignait autrefois un discours confus et embrouillé. Raconter des salades signifie inventer des histoires, dire des mensonges ou des exagérations, ou tenir des propos confus et peu crédibles. Exemple 1. Ne l'écoute pas. Il raconte des salades depuis toujours. Exemple 2. Arrête de raconter des salades et dis-moi la vérité. Exemple 3. Je ne sais pas si c'est vrai ou si elle raconte des salades. Et toi, tu connais quelqu'un qui raconte des salades? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui doit faire des concessions. C'est trop difficile, je n'y arriverai jamais. Lucie, c'est pas la mer à boire, c'est simple. Tu crois? Il y a 5 cases à remplir. Mais oui! Est-ce que tu connais quelqu'un qui dramatise tout et qui pense que chaque petite tâche est impossible? Les Français disent « c'est pas la mer à boire ». Niveau A2. En anglais, on dirait « it's not the end of the world »,« it's not that hard » ou « it's no big deal ». Lucie doit remplir un simple formulaire d'une page. Elle regarde la feuille, soupire profondément et commence à paniquer comme si on lui demandait de déplacer une montagne. C'est trop difficile. Je n'y arriverai jamais. Son ami Antoine la regarde avec un sourire patient. Lucie, c'est pas la mer à boire. C'est simple. Tu crois? Il y a 5 cases à remplir. Allez, courage. L'expression joue sur une image absurde et exagérée. Boire toute la mer serait évidemment une tâche impossible. Donc dire que ce n'est pas la mer à boire signifie que la tâche en question est bien plus simple. C'est une façon humoristique de relativiser les difficultés. C'est pas la mer à boire signifie que quelque chose n'est pas aussi difficile ou compliqué qu'on le pense. Exemple 1. Appelle-le pour t'excuser. C'est pas la mer à boire. Exemple 2. Apprendre 10 mots de vocabulaire par jour. C'est pas la mer à boire. Exemple 3. Arrête de te plaindre. Faire la vaisselle. C'est vraiment pas la mer à boire. Et toi, tu as tendance à dramatiser les petites choses? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une expression sur les rumeurs et les secrets. J'ai trop la dalle! Je n'ai rien mangé depuis ce matin! Tiens, prends mon sandwich. Est-ce que tu connais l'expression française argotique pour dire qu'on a vraiment très faim? Avoir la dalle. Niveau A2. Mais attention, c'est du langage familier. En anglais, on dirait to be starving, to be really hungry ou I'm absolutely famished. Théo est étudiant. Ce matin, il a eu cours de 8h à 14h, sans pause. Il n'a rien mangé depuis le petit déjeuner. Son estomac grogne, de plus en plus fort. Sa camarade Camille sort un sandwich de son sac. Théo la regarde avec des yeux de chien battu. J'ai trop la dalle. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Camille rit et lui propose. Tu veux la moitié de mon sandwich? Théo répond sans hésiter. Avec plaisir. La dalle est un mot d'argot français. À l'origine, dalle désignait la gorge en argot. Avoir la dalle signifiait donc littéralement avoir la gorge sèche, c'est-à-dire avoir faim ou soif. L'expression est très populaire chez les jeunes en France. Elle est familière. On ne l'utilise pas dans un contexte professionnel.
Avoir la dalle signifie avoir très faim. C'est une expression argotique et familière, utilisée surtout à l'oral, entre amis ou en contexte informel. Note culturelle. En France, on dit aussi « j'ai un creux », niveau neutre. « J'ai faim », standard. « J'ai la dalle », familier, argot. « Je meurs de faim », exagéré et expressif. Exemple 1. J'ai la dalle. On mange quand? Exemple 2. Après 2 heures de sport, j'avais vraiment la dalle. Exemple 3. Attention, ne lui parle pas avant qu'il mange. Il a la dalle et il est de mauvaise humeur. Et toi, tu as souvent la dalle? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. À très bientôt. Marc, si on veut avancer, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin. La flexibilité, c'est la clé d'un accord gagnant. D'accord, je suis prêt à faire des concessions. Très bien. Est-ce que tu sais comment les Français disent que quelqu'un doit être moins exigeant et accepter de faire des compromis? Mettre de l'eau dans son vin. Niveau B2. En anglais, on dirait to tone it down, to make concessions, to soften one's stance ou to compromise. Marc est un négociateur très rigide. Dans chaque réunion, il exige tout, sans concession. Ses collègues sont épuisés. Le médiateur Paul intervient calmement. « Marc, si on veut avancer, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin. » Marc fronce les sourcils. Paul continue. « La flexibilité, c'est la clé d'un accord gagnant. » Marc réfléchit un moment, puis dit « D'accord, je fais des concessions. » Isabelle, en face, pousse un soupir de soulagement. L'expression vient d'une pratique très ancienne. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, on avait l'habitude de couper le vin avec de l'eau pour le rendre moins fort, moins puissant. Par extension, mettre de l'eau dans son vin est devenu une métaphore pour adoucir ses positions, réduire ses exigences et accepter un compromis. Mettre de l'eau dans son vin signifie modérer ses exigences, faire des concessions, adopter une position moins rigide pour permettre un accord ou une entente. Exemple 1. Si tu veux que cette négociation aboutisse, tu vas devoir mettre de l'eau dans ton vin. Exemple 2. Il a mis de l'eau dans son vin et accepté les nouvelles conditions. Exemple 3. Dans une relation, il faut parfois mettre de l'eau dans son vin pour que ça fonctionne. Et toi, tu as déjà dû mettre de l'eau dans ton vin? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une sensation très urgente qui arrive quand on n'a pas mangé depuis trop longtemps. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelque chose se passe là-dedans. Tu as raison, les rumeurs ne viennent pas de nulle part. Est-ce que tu sais comment les Français disent que les rumeurs ont toujours une part de vérité? Il n'y a pas de fumée sans feu. Niveau B1. En anglais, on dirait « Where there's smoke, there's fire » ou « There's no smoke without fire ». Dans le quartier, tout le monde parle de la maison au bout de la rue. On dit que des choses étranges s'y passent. Nadia et Bernard observent la maison depuis laquelle s'échappe une épaisse fumée mystérieuse. Nadia dit à voix basse « Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelque chose se passe là-dedans. » Bernard hoche la tête. « Tu as raison. Les rumeurs ne viennent pas de nulle part. » Ce proverbe existe dans de nombreuses langues. Il repose sur une logique simple et concrète. Dans la nature, la fumée est toujours causée par le feu. Par extension, une rumeur ou un soupçon a toujours une cause réelle, même si elle est cachée. Il n'y a pas de fumée sans feu signifie
que quand il y a des rumeurs ou des indices, il y a généralement une part de vérité derrière. Exemple 1. Tout le monde dit qu'il va démissionner. Il n'y a pas de fumée sans feu. Exemple 2. Ces rumeurs sur leur séparation. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais. Exemple 3. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Quelque chose se passe dans cette entreprise. Et toi, tu crois que les rumeurs ont toujours une part de vérité? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour enrichir ton vocabulaire français. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une réprimande qui sent très bon le savon. Julien, je vais vous passer un savon. Ce rapport est inacceptable. Je suis désolé, Madame Dupont. Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on va sévèrement réprimander quelqu'un? Passer un savon à quelqu'un? Niveau B1. En anglais, on dirait to give someone a dressing down, to scold someone ou to tell someone off. Julien a rendu un rapport bâclé à sa directrice, Madame Dupont. Le lendemain matin, elle le convoque dans son bureau. La porte se ferme. Sa collègue, Sarah, de l'autre côté de la cloison, entend la voix ferme de Madame Dupont. « Julien, je vais vous passer un savon. Ce rapport est inacceptable. » Julien ressort 20 minutes plus tard, les oreilles rouges. « Ça s'est bien passé? » lui demande Sarah avec un sourire compatissant. « Non, pas vraiment. » L'expression vient d'une pratique ancienne. Autrefois, savonner quelqu'un signifiait le frotter avec du savon. Une image de nettoyage brutal et désagréable. Par extension, passer un savon est devenu une métaphore pour une réprimande sévère et directe. Passer un savon à quelqu'un signifie lui faire une sévère réprimande, le gronder vivement pour une erreur ou un comportement inacceptable. Exemple 1. Le directeur lui a passé un sacré savon pour son retard répété. Exemple 2. Ma mère m'a passé un savon quand elle a vu mes notes. Exemple 3. Il va se faire passer un savon s'il arrive encore en retard. Et toi, tu t'es déjà fait passer un savon? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises. Dans la prochaine vidéo, on parle d'un bruit qui rend vraiment fou. Mais je joue super bien! Lucas, tu me casses les oreilles. Arrête! Impossible de lire avec ce vacarme. Est-ce que tu connais quelqu'un dont la voix ou la musique est tellement forte qu'elle devient insupportable? Les Français disent que ça casse les oreilles. Niveau A2. En anglais, on dirait to be deafening, to drive someone crazy with noise ou to be ear-splitting. Lucas a décidé d'apprendre la guitare électrique. Il joue depuis 1 heure dans le salon. Il joue fort, il joue faux, il joue sans s'arrêter. Sa colocataire Emma essaie de lire dans sa chambre. Impossible. Elle sort dans le couloir, les mains sur les oreilles. Lucas, tu me casses les oreilles. Arrête. Lucas lève les yeux, surpris. Mais je joue super bien. Emma le regarde avec une expression qui dit tout. L'expression est très imagée. Un son tellement fort ou désagréable qu'il semble casser les oreilles, comme si elle se brisait sous l'effet du bruit. L'expression peut s'utiliser au sens propre pour un bruit physiquement insupportable, mais aussi au sens figuré, pour quelqu'un qui parle trop fort ou de façon agaçante. Casser les oreilles signifie produire un son tellement fort ou désagréable qu'il devient insupportable. Exemple 1. Baisse la musique. Tu nous casses les oreilles. Exemple 2. Ce bruit de travaux me casse les oreilles depuis ce matin. Exemple 3. Arrête de me casser les oreilles avec tes plaintes. Je t'ai entendu la première fois.
Et toi, qu'est-ce qui te casse les oreilles? Dis-le-nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui est tellement épuisé qu'on va devoir le ramasser. Coach, Allez Sarah, burpee, squat, pompe. je ne peux plus bouger. Sarah, on va te ramasser à la petite cuillère. Ah, Est-ce que tu sais comment les Français décrivent quelqu'un qui est tellement épuisé qu'il ne peut plus du tout bouger? Être ramassé à la petite cuillère. Niveau B1. En anglais, on dirait to be completely wiped out, to be utterly exhausted ou to be done for. Sarah fait du sport avec son coach Pierre. La séance d'aujourd'hui est particulièrement intense. 50 burpees, 40 squats, 30 pompes. À la fin, Sarah s'effondre sur le sol du gymnase. Elle ne peut plus bouger un seul muscle. Elle murmure faiblement « Je ne peux plus bouger ». Pierre se penche vers elle en riant « Sarah, on va te ramasser à la petite cuillère ». L'image est à la fois drôle et très parlante. Quand quelqu'un est tellement épuisé qu'il s'est liquéfié par terre, il faudrait une petite cuillère pour le ramasser comme on ramasserait une substance molle. C'est une hyperbole comique pour décrire un état d'épuisement total et absolu. Être ramassé à la petite cuillère signifie être dans un état d'épuisement physique ou moral extrême, au point de ne plus pouvoir fonctionner normalement. Exemple 1. Après ce marathon, j'ai été ramassé à la petite cuillère. Exemple 2. Elle a travaillé 60 heures cette semaine. Elle est à ramasser à la petite cuillère. Exemple 3. La nouvelle de son licenciement l'a tellement choqué qu'on a dû le ramasser à la petite cuillère. Et toi, tu as déjà été ramassé à la petite cuillère? Dans quelle situation? Dis-le-nous en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises chaque semaine. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. À très bientôt. Il est temps de mettre les points sur les i. Maintenant c'est clair. Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'on va expliquer quelque chose très clairement sans laisser place à l'ambiguïté? Mettre les points sur les i. Niveau B2. En anglais, on dirait to dot the i's and cross the t's, to make things crystal clear ou to set the record straight. Sophie est chef de projet. Depuis plusieurs semaines, son équipe ne respecte pas les délais. Rémi pense que les réunions sont optionnelles. Laura pense que les rapports peuvent être envoyés en retard. Sophie décide que ça suffit. Elle convoque tout le monde et dit calmement mais fermement « Il est temps de mettre les points sur les i ». Elle explique les règles une par une, clairement, sans ambiguïté. À la fin, Rémi dit « Maintenant, c'est clair ». L'expression vient de l'écriture. En français, la lettre I doit toujours avoir son point au-dessus. Sans ce point, le I est incomplet, ambigu. Mettre les points sur les i, c'est donc compléter ce qui manque, clarifier ce qui est flou, dire les choses avec précision et sans détour. Mettre les points sur les i signifie expliquer quelque chose de façon très claire et précise sans laisser place à l'interprétation ou à l'ambiguïté, parfois avec une certaine fermeté. Exemple 1. Je vais mettre les points sur les i. Ce comportement n'est pas acceptable. Exemple 2. Il a fallu mettre les points sur les i pour que tout le monde comprenne les nouvelles règles. Exemple 3. Elle a mis les points sur les i et depuis, il n'y a plus de malentendus dans l'équipe. Et toi, tu as déjà eu besoin de mettre les points sur les i? Dis-le nous en commentaire.
Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui est vraiment trop occupé pour s'arrêter. Je vais tout manger, je t'assure! Alex, tu as encore les yeux plus gros que le ventre. Est-ce que tu as déjà pris beaucoup trop de nourriture dans ton assiette? Et tu n'as pas pu tout finir? Les Français ont une expression parfaite pour ça. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Niveau A2. En anglais, on dirait to have eyes bigger than one's stomach, to bite off more than one can chew, ou to overestimate one's appetite. Alex adore les buffets à volonté. Ce soir, il entre dans un restaurant et ses yeux s'illuminent. Poulet rôti, pâtes, steak, dessert, fromage. Il empile tout dans son assiette, jusqu'à former une tour impressionnante. Sa copine Chloé le regarde avec un sourire amusé. Alex s'assoit, regarde son assiette et réalise qu'il ne peut plus bouger. Chloé dit « Alex, tu as encore les yeux plus gros que le ventre. » Alex répond bravement « Je vais tout manger, je t'assure. » 20 minutes plus tard, il abandonne à la moitié. L'expression joue sur le contraste entre les yeux et l'estomac. Les yeux voient bon la nourriture et veulent tout. Mais le ventre, lui, a une capacité limitée. L'expression s'utilise aussi au sens figuré, pour parler de projets ou d'ambitions trop grandes. Avoir les yeux plus gros que le ventre signifie prendre ou vouloir plus que ce qu'on est capable de consommer ou de réaliser. Exemple 1. J'ai commandé 3 plats au restaurant. J'avais les yeux plus gros que le ventre. Exemple 2. Il a accepté 5 projets en même temps. Il a les yeux plus gros que le ventre. Exemple 3. Ne fais pas comme moi au buffet. J'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Et toi, tu as déjà eu les yeux plus gros que le ventre? Au restaurant ou dans ta vie professionnelle? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une expression pour quand on se complique trop la vie. En 2 jours, le dossier est réglé. Je connais les bonnes personnes. Très bien, Gérard. Compte sur moi, Gérard. Gérard, tu as vraiment le bras long. Je connais les bonnes personnes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut grâce à ses relations et son influence? Les Français disent qu'il a le bras long. Niveau B2. En anglais, on dirait to have connections, to have pull ou to have influence in high places. Gérard est un homme d'affaires parisien bien connu. Son ami Pascal a un problème avec un dossier administratif, bloqué depuis des mois. Gérard l'écoute, sourit et dit « Laisse-moi faire un appel. » En 2 jours, le dossier est réglé. Pascal le regarde avec des yeux écarquillés. « Gérard, tu as vraiment le bras long. » Gérard hausse les épaules avec modestie. « Je connais les bonnes personnes. » L'image est très parlante. Avoir le bras long, c'est pouvoir atteindre des endroits que les autres ne peuvent pas atteindre. Un bras très long peut toucher des personnes influentes, des décideurs, des gens haut placés. C'est une métaphore de l'influence et du réseau. L'expression est souvent utilisée dans un contexte professionnel ou politique. Avoir le bras long signifie avoir beaucoup d'influence, disposer d'un réseau de relations puissantes qui permettent d'obtenir des faveurs ou de résoudre des problèmes. Exemple 1. Il a le bras long dans ce milieu. Un coup de téléphone et tout s'arrange. Exemple 2. Si tu veux ce poste, parle à Martine. Elle a le bras long dans cette entreprise. Exemple 3. Dans ce pays, ceux qui ont le bras long n'ont jamais de problème avec l'administration. Et toi, tu connais quelqu'un qui a le bras long? Dis-le nous en commentaire.
Abonne-toi pour découvrir d'autres expressions françaises chaque semaine. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une expression très gourmande, qui arrive souvent au restaurant. Mais comment présenter ça? Il faut tout détailler. Non, résumons les points clés. Arrêtez de vous prendre la tête pour ça! On se prend trop la tête dans cette équipe. Est-ce que tu te compliques parfois la vie pour rien? Ou tu as déjà eu une dispute sans fin avec quelqu'un? Les Français appellent ça « se prendre la tête ». Niveau B1. En anglais, on dirait « to stress out »,« to overthink »,« to argue » ou « to make a big deal out of nothing ». Lucas a un projet à rendre pour demain. Il passe 3 heures à se demander par où commencer. Il refait son plan 5 fois. Il relit ses notes en boucle. Il ne fait rien d'autre que penser. Et stresser. De l'autre côté du bureau, Emma et Thomas se disputent sur la façon de présenter les résultats. Ils tournent en rond depuis 1 heure. Lucas lève les yeux et leur dit « Arrêtez de vous prendre la tête pour ça. » Emma soupire. On se prend trop la tête dans cette équipe. L'expression est très familière et très utilisée en France. Elle a 2 sens principaux. Le premier, se compliquer la vie, trop réfléchir, stresser inutilement. Le second, se disputer, avoir une confrontation tendue avec quelqu'un. Se prendre la tête signifie soit se stresser et trop réfléchir à quelque chose, soit se disputer et avoir une altercation avec quelqu'un. Exemple 1. Ne te prends pas la tête avec ça. C'est simple, fais-le et c'est tout. Exemple 2. Ils se sont pris la tête pendant toute la soirée, à cause d'un détail sans importance. Exemple 3. Arrête de te prendre la tête. Profite de la vie. Et toi, tu as tendance à te prendre la tête? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour enrichir ton vocabulaire français. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui, lui, sait exactement comment clarifier les choses. Marie, tu as vu le nouveau film de... Félix, j'ai d'autres chats à fouetter. Est-ce que tu sais comment les Français disent qu'ils sont trop occupés pour s'intéresser à quelque chose de peu important? J'ai d'autres chats à fouetter. Niveau B1. En anglais, on dirait to have bigger fish to fry, to have other things to do, ou to have more important matters to deal with. Marie est en plein chaos au bureau. Elle a une réunion dans 20 minutes, un rapport urgent à finir, un appel client qui attend et une deadline pour son projet ce soir. Son collègue Félix arrive en souriant. « Marie, tu as vu le nouveau film de... » Marie le coupe sans même s'arrêter de marcher. « Félix, j'ai d'autres chats à fouetter. » Et elle disparaît dans le couloir, les bras chargés de dossiers. L'expression date du 17e siècle. À cette époque, fouetter les chats était une activité considérée comme totalement futile et sans intérêt. Dire qu'on a d'autres chats à fouetter, c'est donc dire qu'on a des choses bien plus importantes à faire que de s'occuper de quelque chose de trivial. Avoir d'autres chats à fouetter signifie avoir des choses plus importantes ou plus urgentes à faire. Ne pas avoir le temps de s'occuper d'une chose jugée secondaire. Exemple 1. Je ne peux pas t'aider avec ça maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter. Exemple 2. Ne lui parle pas de ça aujourd'hui. Il a d'autres chats à fouetter avec ce projet. Exemple 3. Laisse tomber cette dispute. Tu as d'autres chats à fouetter dans ta vie. Et toi, tu as souvent d'autres chats à fouetter? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. À très bientôt! Léna a vraiment la tête sur les épaules. Pas de panique. On analyse et on décide. Exactement. Quel chemin choisis-tu?
Celui-ci évoluait dans l'entreprise. Excellent choix. Est-ce que tu sais comment les Français décrivent quelqu'un de sensé, de raisonnable et de mature? Avoir la tête sur les épaules? Niveau B1. En anglais, on dirait to have a good head on one's shoulders, to be level-headed ou to be sensible and grounded. Lena vient de terminer ses études. Son mentor Robert lui propose plusieurs opportunités de carrière. Certains de ses amis paniquent face au choix. D'autres prennent des décisions impulsives. Mais Lena, elle, prend le temps d'analyser chaque option calmement. Elle fait une liste des pour et des contre. Elle consulte des personnes de confiance. Elle choisit avec discernement. Robert la regarde avec admiration et dit « Lena a vraiment la tête sur les épaules. » Lena sourit. Pas de panique. On analyse et on décide. L'expression est très visuelle. Avoir la tête bien posée sur les épaules, c'est l'image de quelqu'un d'équilibré, de stable. La tête ne part pas dans tous les sens. Elle est bien ancrée. C'est le contraire de perdre la tête. Une autre expression française que vous connaissez peut-être. Avoir la tête sur les épaules signifie être sensé, raisonnable et mature. Prendre de bonnes décisions avec calme et discernement. Exemple 1. À seulement 22 ans, elle a déjà la tête sur les épaules. On peut lui faire confiance. Exemple 2. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il ne prend jamais de décision à la légère. Exemple 3. J'aimerais avoir autant la tête sur les épaules que toi. Tu gères tout avec tellement de calme. Et toi, tu penses que tu as la tête sur les épaules? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour enrichir ton vocabulaire français. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui, lui, s'est complètement trompé. J'ai des fourmis dans les jambes. Je ne peux plus rester assis. La réunion finit dans 5 minutes, Théo. Est-ce que tu connais cette sensation bizarre dans les jambes quand tu restes assis trop longtemps? Les Français disent « avoir des fourmis dans les jambes ». Niveau A2. En anglais, on dirait « to have pins and needles »,« to be restless » ou « to have the fidgets ». Théo est en réunion depuis 1h45. Le présentateur parle encore et encore. Les jambes de Théo commencent à s'agiter sous la table. Il ne peut plus tenir en place. Sa collègue Sarah le regarde avec un sourire amusé. Théo lui chuchote. « J'ai des fourmis dans les jambes. Je ne peux plus rester assis. » Sarah répond. « La réunion finit dans 5 minutes, Théo. » L'expression joue sur une sensation physique bien réelle. Quand on reste longtemps sans bouger, la circulation sanguine ralentit dans les jambes. On ressent alors des picotements, des fourmillements, comme si de petites fourmis marchaient sous la peau. L'expression peut aussi s'utiliser au sens figuré pour dire qu'on est impatient, agité, qu'on a envie de bouger. Avoir des fourmis dans les jambes signifie ressentir des picotements dans les jambes après être resté immobile, ou au sens figuré, être agité et avoir envie de bouger. Exemple 1. J'ai des fourmis dans les jambes après ce long vol. J'ai besoin de marcher. Exemple 2. Les enfants ont des fourmis dans les jambes. Il faut les emmener au parc. Exemple 3. Depuis qu'il a commencé à courir chaque matin, il a des fourmis dans les jambes s'il ne sort pas. Et toi, tu as souvent des fourmis dans les jambes? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour apprendre le français avec des expressions du quotidien. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelqu'un qui, lui, garde toujours la tête froide. Il est parti. La valise a disparu. C'est fini entre Tu te fais encore des films. Est-ce que tu connais cette sensation? Quand quelqu'un s'imagine des choses qui n'existent pas. Les Français disent « se faire des films ». Niveau B1.
En anglais, on dirait to imagine things, to overthink ou to make a mountain out of a molehill. Emma éteint Julien depuis 1 heure. Il ne répond pas à ses messages. Son téléphone sonne dans le vide. Emma commence à regarder l'armoire. Il manque son sac. Elle appelle sa meilleure amie en panique. Il est parti. Son sac a disparu. C'est fini entre nous. 10 minutes plus tard, Julien arrive avec une grande boîte à pizza et son sac de sport. J'étais à la gym. Mon téléphone était en mode silencieux. Il la regarde, l'air amusé. Emma, tu te fais encore des films. L'expression vient du monde du cinéma. Se faire des films, c'est s'imaginer être le réalisateur de son propre film. Un film dramatique, souvent catastrophique, que personne d'autre ne voit. On construit des scénarios entiers dans sa tête. On joue tous les rôles. On imagine la fin. Et la réalité est souvent bien plus banale. Se faire des films, s'imaginer des situations qui n'existent pas, se créer des scénarios dramatiques dans sa tête, souvent par anxiété ou excès d'imagination. Exemple 1. Arrête de te faire des films. Il n'a pas répondu à ton message parce qu'il travaille. C'est tout. Exemple 2. Elle s'est fait des films toute la nuit, en imaginant que son vol était annulé. Il était à l'heure. Exemple 3. Ne te fais pas des films. Le patron voulait juste te parler du projet, pas te licencier. Et toi, est-ce que tu te fais des films parfois? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour découvrir une nouvelle expression chaque semaine. Dans la prochaine vidéo, une expression pour parler d'une vie facile et sans effort. Kevin, arrête de me mettre des bâtons dans les roues. Moi? Je ne fais rien? Tu sabotes mon projet exprès. C'est pas ma faute si t'avances pas. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait tout pour t'empêcher d'avancer? Quelqu'un qui bloque, qui complique, qui sabote. Les Français ont une expression parfaite pour ça. Mettre des bâtons dans les roues. Niveau B1. En anglais, on dirait to put a spoke in someone's wheel, to sabotage, ou encore to throw a wrench in the works. Clara travaille depuis des semaines sur un nouveau projet. Elle est enthousiaste, organisée, prête à tout. Mais son collègue Kevin fait tout pour la bloquer. Il oublie, entre guillemets, de lui transmettre les informations importantes. Il remet en question ses idées devant le patron. Il arrive en retard aux réunions qu'elle organise. Clara en a assez. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Kevin, arrête de me mettre des bâtons dans les roues. » Kevin hausse les épaules avec un sourire innocent. « Moi, je ne fais rien. » Mais d'où vient cette image? Imagine un véhicule à grandes roues à rayons, comme une vieille charrette. Si quelqu'un glisse un bâton entre les rayons d'une roue en mouvement, la roue se bloque immédiatement. Le véhicule s'arrête net. C'est cette image de sabotage délibéré qui a donné naissance à l'expression. Définition. Mettre des bâtons dans les roues. C'est créer volontairement des obstacles pour empêcher quelqu'un de réussir ou d'avancer dans ses projets. C'est du sabotage, intentionnel, calculé. 3 exemples. Premier exemple. Mon concurrent essaie de me mettre des bâtons dans les roues en répandant de fausses rumeurs sur mon travail. Deuxième exemple. Arrête de lui mettre des bâtons dans les roues. Laisse-le réussir par lui-même. Troisième exemple. J'ai l'impression que l'administration nous met des bâtons dans les roues à chaque étape du projet. Et toi? Quelqu'un t'a déjà mis des bâtons dans les roues? Dis-le nous en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres expressions françaises chaque semaine, abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une sensation très physique qui arrive quand on reste trop longtemps sans bouger.
Tu vas voir, tu vas reconnaître. À très bientôt.